Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas pour un nouveau numéro des contrepoints de la santé. Cette émission est consacrée aujourd'hui au financement du système de santé. Le gouvernement de Michel Barnier est tombé le 4 décembre dernier sur le budget de la Sécu. Mais est-ce bien la Sécu qui était visée ? Au-delà de cette situation chaotique, se pose quoi qu'il en soit la question du financement du système de santé. On s'est peu à peu habitué au déficit ou au trou de la Sécu, mais aujourd'hui, le déficit de la Sécu paraît hors de contrôle et sans perspective d'amélioration si on en croit les prévisions du gouvernement. Et le déficit porte surtout sur l'assurance maladie. Jamais la situation n'a paru si périlleuse pour la pérennité de notre système de santé. La Cour des comptes, dans ce rapport de mai 2004, parle d'un point de bascule. Les principes même de la solidarité face à la maladie risquent d'être remis en cause. Quelles sont les solutions possibles à court et surtout moyen terme? Faut-il réduire les remboursements à coup de rabot ou répétitifs, ou organiser les transferts de l'assurance maladie vers les complémentaires santé, ou encore traquer les fraudes? Faut-il augmenter les taxes, impôts, contributions, ou les financements privés, ou encore les paiements directs par les patients? Ou, tout au contraire, refonder le financement pour, sur de nouvelles bases, assurer équilibre des comptes, solidarité et qualité. C'est ce que nous verrons avec nos invités, Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, membre de la commission des affaires sociales, coprésident de la MEX, tout le monde sait ce que c'est que la MEX, mais je le rappelle, mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Et vous serez peut-être très prochainement ministre. On nous a dit qu'on vous avait sollicité, vous nous direz. Dominique Libault, qui sera sûrement pas prochainement ministre, quoique on ne sait pas, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Philippe Vigier, ancien ministre, d'actualité, je dirais, parce que vous étiez délégué chargé des Outre-mer, député Les Démocrates d'Eure-et-Loire, membre de la Commission des affaires sociales et dans la vie privée, je dirais, ou en tout cas de formation, pharmacien biologiste. Cette émission a été enregistrée mercredi 18 décembre dans la matinée à la Villa M. Merci à nos partenaires, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Care et Viaviosx. Pascal, première question. Oui, on va faire un tour de table avec nos invités. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Et effectivement, une pensée en ce début de séance d'émission pour le professeur Alain Pompidou qui nous a quittés et dont les obsèques ont lieu aujourd'hui. Oui, vous avez été, on va commencer avec vous peut-être Dominique Libault, vous avez été le directeur de la sécurité sociale de 2002 à 2012. Vous êtes le directeur toujours de l'école de la sécurité sociale à Saint-Étienne. Et vous êtes un des grands spécialistes des questions de protection sociale. Alors, le solde effectivement du régime général de la sécurité sociale a été annoncé comme terriblement négatif. Philippe dit que la situation est inédite. Tu l'as dit, inédit, hein, je crois. Je le répète. Chaotique, inédite et périlleuse. Alors, en tout cas, la Cour des comptes a publié un récent rapport sur la dégradation de la prévision du déficit 2024, 18 milliards. Donc, c'est une ampleur hors contexte de crise d'une ampleur importante. Une loi spéciale d'ailleurs également, il faut signaler que nous sommes en loi spéciale, vous nous direz ce que c'est réellement et comment en est-on arrivé là, et est-ce que c'est les excès du quoi qu'il en coûte, ou bien est-ce que, comme le dit Philippe, est-ce que ce sont les fondements ou les fondamentaux du financement de la protection de la santé qu'il faut revoir? Dominique Libault, peut-être un premier diagnostic du spécialiste que vous êtes. Oui, alors évidemment l'assurance maladie va mal. L'assurance maladie qui, comme vous l'avez dit, enfin je pense, il faut le redire, hein, une forme de trésor national. Enfin c'est quand même le signe d'une société qui s'organise pour assurer à tous l'accès aux soins. Et on sait que dans des sociétés même très riches, ça n'existe pas partout. Enfin, l'actualité malheureuse aux États-Unis nous le rappelle actuellement. Et l'assurance maladie va mal dans des finances sociales qui vont mal et dans des finances publiques qui vont mal. Et cela nous donne déjà peut-être une indication sur des causes. Il y a des causes particulières à l'assurance maladie, il y a des causes qui sont plus globales à l'ensemble des finances publiques de la France. Et pour dire très rapidement les choses, il y a eu l'effet Covid sur les finances de l'assurance maladie et les finances de la France. Et on constate malheureusement que toutes les crises sont des moments
qui accroissent l'écart entre la France et les autres pays sur la question des déficits publics. Le Covid, on n'est pas le seul pays évidemment à l'avoir traversé, mais on l'a plus mal traversé, en tout cas sur l'aspect finances publiques, que d'autres pays. Ensuite, il y a l'inflation qui est arrivée, et l'inflation a des impacts non nuls sur les questions d'évolution des pensions de retraite, mais aussi des évolutions des rémunérations des professionnels. Et enfin, il y a tous les facteurs assurance maladie qu'il serait trop long d'évoquer, mais notamment le vieillissement de la population. Entre 2020 et 2030, nous avons plus 50% des 75-85 ans. Et là aussi, tous les pays l'ont. Hein. Enfin, à peu près. Et effectivement, c'est des difficultés qui sont rencontrées dans tous les pays vivants, qui est une question fondamentale. Comment fait-on face à des besoins à la fois accrus et différents puisque avec le vieillissement, on a beaucoup plus de maladies chroniques, beaucoup plus de pluripathologies, beaucoup plus de sujets aussi de perte d'autonomie, de sujets de connexion entre les sujets santé et social, mais la précarité. Est-ce qu'on est à un point de bascule qui réclame des mesures nouvelles et inédites, ou est-ce que c'est de nouveau un trou, comme il y a 20 ans, en 2004, quand il y a eu la réforme de l'assurance maladie? On est dans une situation extrêmement grave, je trouve, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas des facteurs exogènes d'une crise qui expliqueraient complètement les choses. On était à 40 milliards de déficit au plus grave de la crise Covid, on remontait vers 10 milliards, et là on en est vers à peu près 20 milliards, et il n'y a aucune perspective donc d'amélioration des comptes donc dans la période à venir. Et je rappelle que le poids de remboursement de la dette, de intérêt et capital, il est passé entre 2019 et 2025 pour la France de 58 milliards à 74 milliards. En fait, c'est plus important, par exemple, que tout le coût des soins ambulatoires, qui est à peu près 72 milliards. Donc, il faut bien comprendre que c'est une sorte de nœud coulant qui arrive et qui fait qu'on est obligé de financer de plus en plus pour la dette. Dans un pays déjà très endetté. Oui, dans la période. Et donc, peu pour l'avenir, peu pour les besoins. Donc, il faut inventer quelque chose de nouveau. Donc, on a besoin, je pense, parce que c'est pas 2 ou 3 petites solutions, qui, comme on le faisait dans des PLFSS habituels. Moi, je préconise effectivement une sorte de conférence très forte avec une concertation, évidemment, sur la santé et l'assurance maladie, pour reposer un certain nombre de questions fondamentales sur le financement, sur la France face au vieillissement de la population, sur l'évolution du système lui-même. Je pense qu'il doit être beaucoup plus décloisonné encore face au vieillissement de la population, notamment ville-hôpital, sur les sujets de territoire, puisqu'on sait que effectivement tous les territoires ne sont pas armés, c'est le moins qu'on puisse dire, de la même façon par rapport à ces sujets. Et parce que la sécurité sociale, c'est une solvabilisation monétaire, mais c'est aussi l'assurance de services de proximité auprès de chacun d'entre nous pour faire face à ces besoins. Et effectivement, on a à la fois une crise de l'offre et une crise financière très profonde. Donc oui, je pense qu'on aurait besoin de remettre d'une grande concertation pour pouvoir définir ensemble l'avenir du système de santé et d'assurance maladie de notre pays. Voilà, le décor est planté. Alors, messieurs les parlementaires, messieurs les députés, c'est à vous de jouer maintenant. Jérôme Guedj, quel est votre regard sur le diagnostic et très rapidement sur les pistes de solutions? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord juste sur le contexte, parce que vous avez commencé par là, l'histoire retiendra que c'est sur un PLFSS qu'un gouvernement a chuté, et donc ça prouve que ces enjeux sont essentiels dans le débat public. Oui. Et qu'un spécialiste comme vous de la protection sociale a fait chuter un gouvernement sur ce sujet-là? Probablement parce qu'il le méritait. C'est pas l'objet de la discussion, mais dans la recherche du compromis, on n'a pas été manchot et malheureusement, il n'est pas intervenu et donc à un moment, la sanction tombe. Et le deuxième enseignement, je le dis parce qu'on va beaucoup parler du PLFSS. À cette occasion, on est quelques-uns à s'être rendu compte qu'en réalité, un PLFSS, c'est pas tout à fait indispensable pour faire tourner la sécurité sociale et qu'il faudra qu'on se pose la question. Je le dis devant Dominique Libaud,
qui en a été un des artisans, mais se poser la question de l'outil PLFSS comme outil de pilotage des politiques de sécurité sociale. Et c'est la première remarque que je veux faire. C'est la première question qu'on doit se poser. Il y a bien sûr le déficit, il y a bien sûr la problématique de l'adéquation entre les dépenses et les ressources, mais c'est d'abord surtout la question de l'efficacité et de l'utilisation de cette dépense publique et de savoir si elle est bien ciblée, bien fléchée. C'est-à-dire, est-ce qu'on part des besoins de la population pour y apporter des réponses en santé publique, c'est une question plutôt que d'être dans une logique qui est devenue de plus en plus, malheureusement, celle d'un PLFSS, c'est-à-dire un outil de pilotage comptable et budgétaire d'une trajectoire financière qu'il faut faire par ailleurs, mais qui ne peut pas être déconnecté de la raison même d'être de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Tout est lié, donc évidemment, c'est l'organisation, c'est les dépenses. Mais là, on est sur le financement. Alors, sur le financement, moi, en fait, il faut poser la question, est-ce que la crise que rappelle Dominique Libault, est-ce que c'est une crise de la dépense ou est-ce que c'est une crise des recettes? D'abord, je pose la question en ces termes. Voilà. Est-ce qu'il y a un dérapage incontrôlé de la dépense d'assurance maladie? Donc, il y a des éléments endogènes, systémiques, mais qui pour partie étaient prévisibles, modulo les crises. Moi, je voudrais pas qu'on évacue la question de la recette. On va en parler, et des financements. Je vais l'illustrer par une seule chose, parce que ça n'a pas été mentionné dans les facteurs explicatifs, et que l'actuel directeur de la sécurité sociale a dit avec beaucoup de justesse et d'honnêteté dans la commission d'enquête parlementaire à laquelle j'ai participé, qui est la commission des finances transformée en commission d'enquête, pour comprendre les origines des déficits publics. Parce que dans le dernier rapport annexé au PLFSS, il y a une phrase, moi, qui m'a fait tilter et que je veux qu'on ait en tête. C'est la corrélation qui est faite donc par la direction de la sécurité sociale elle-même. Et d'ailleurs, le ministre Laurent Saint-Martin l'a dit devant la commission des affaires sociales. Il y a 18 milliards de déficit de l'assurance maladie. Le Ségur de la santé. De la Sécu. De l'assurance maladie. Oui. Voilà. Non, enfin, il y a 16 milliards de la Sécu et 18, 16 milliards de l'assurance maladie et 18 avec le total. Donc, justement, il y a 16 milliards sur la seule branche maladie. Le Ségur de la santé, c'est-à-dire la mesure nécessaire de revalorisation prise en 2020 et amplifiée en 2021-2022, ça coûte à peu près 13 milliards 6. Et le ministre et la DSS nous disent, cette mesure qui a été décidée, qui a été massive, qui était nécessaire, qui était l'augmentation des soignants, n'a pas été financée. Pas préparée. Elle n'a pas été préparée, si, mais quand on crée une dépense, qui était un choix politique, qui était nécessaire, en face, on n'a pas dit, on crée la recette pour la financer. Ça n'arrive nulle part. Et les hôpitaux le financent par le déficit. Et donc, les hôpitaux le financent par le déficit et le financent par, d'une certaine manière, enfin, c'est ça qui est paradoxal. On a augmenté la rémunération des soignants, il fallait le faire. Il y a un effet de rattrapage. On est allé trop loin dans le serrage de kiki, pardonnez-moi l'expression, dans les années passées. Par un gouvernement socialiste. Tout gouvernement confondu. Non, mais je suis parfaitement lucide sur ça. Mais bon, entre 2010, donc aucun problème. Donc d'un côté, on augmente le pouvoir d'achat des soignants et de l'autre côté, on dégrade les conditions de travail, puisqu'on demande à l'hôpital de financer par ses ressources propres qui n'ont pas augmenté l'augmentation des salaires des soignants. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est parce que on ne peut pas poser la question du déficit uniquement sur le sujet des dépenses. Quand on en décide massives comme ça là, ou quand elles évoluent progressivement comme le vieillissement, se pose la question des recettes qu'on met en face. Donc les recettes qu'on met en face, soit c'est de l'efficience de la recette actuelle et on redéploie, soit à un moment, il faut dégager des ressources. Vous êtes un vrai spécialiste, on vous a plusieurs fois interrogé sur ces sujets. Une seule question, faut-il être aussi inquiet que ce que dit monsieur Libault qui gâche l'ambiance du matin quand même, parce que en spécialiste qu'il est. Alors non, mais que dit le parlementaire avec les responsabilités d'un homme politique on va faire un binôme sur ces sujets. On va faire un binôme Gramscien. Je serai l'optimisme de la volonté et Dominique Libault le pessimisme de la raison. Donc je pense que une volonté politique, y compris de traiter une série de ces questions-là sur la question des recettes. Voilà, de dire est-ce qu'il y a des recettes à dégager et encore une fois redéploiement. Il y a un volet sur les recettes qu'on peut pas méconnaître, sur lequel on a commencé à mettre le pied dans la porte, qui était dans ce PLFSS et qui a justifié pour partie la chute du gouvernement. C'est la question
du niveau des exonérations de cotisations sociales qui financent la sécurité sociale. Quand on est à 80 milliards, c'est-à-dire quand on a dépassé le seuil que la loi organique lui-même a prévu, à savoir maximum 15% d'exonération de cotisations sociales dans un PLFSS, il faut se poser la question des conséquences de ça, parce que ça. On va y revenir. Et les dépenses. Moi, je veux bien qu'on parle des dépenses, mais on n'oublie pas les ressources aussi. Mais vous ne regrettez pas d'avoir fait tomber le gouvernement sur la santé, alors que. Non, mais dites-moi ça. Non, mais c'est pas le sujet. Ce n'est jamais de gaieté de cœur. Là, on est dans un débat politique. Oui. Malheureusement, quand on n'a pas de majorité, on est obligé de composer avec son assemblée. Et donc, moi, en commission mixte paritaire, où je siégeais, je suis venu avec des propositions qui étaient 2 fois plus faibles que celles qu'on avait fait dans l'hémicycle. Et en face de nous, on nous a dit non, on discute pas avec vous, on fait pas de compromis avec vous. Bah, forcément, alors, à un moment, ça a des conséquences. Jérôme Gage, c'est pour ça qu'on a intitulé ce débat financement. Donc, quelque part, recette du système de santé. Donc, vous êtes optimiste, vous accepteriez un poste de ministre? Non, mais, mais c'est important. Alors, regardez, lisez mes lèvres. Je suis de gauche. Il y a un gouvernement du bloc central, la dominante de droite qui est en place. Le Premier ministre est centriste. Et succès. Centriste, oui. Voilà. Mais moi, ce qui m'importe là, au moment où on parle, mais je suis pas sûr que ce soit la préoccupation de ceux qui suivent cette vidéo, c'est de savoir est-ce qu'on est capable d'avoir un accord intelligent pour que le pays ait un budget de la sécurité sociale et un budget de la nation, ce qui suppose que chacun se départisse de ses propres certitudes. Ça peut pas être tout le programme, rien que le programme pour les uns, et ça peut pas être tout le bilan, rien que le bilan pour les autres. C'est un début de ne réponse. pas remettre en question, voilà. J'interroge à Philippe Vigier, voilà. Merci. Donc, la majorité d'hier aurait-elle manqué Philippe Vigier? D'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député, les démocrates. Les démocrates, pardon, excusez-moi. Vous êtes donc proche du nouveau Premier ministre, Modem. Vous êtes un biologiste, un pharmacien biologiste, dont l'Eure-et-Loir. Donc, la majorité d'hier aurait-elle manqué de vigilance? Le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale a déjà identifié des insuffisances de recettes. Il y a eu un comité d'alerte sur l'objectif national des dépenses de l'ONDAM dans un avis du 26 juillet. Vous savez ce qu'on faisait le 26 juillet? C'était le début des Jeux Olympiques. Donc, personne, à mon avis, n'a entendu ce qu'était cette alerte de ce comité. À votre avis, le Premier ministre, donc le nouveau Premier ministre que nous avons, se dit soucieux, François Bayrou, des équilibres budgétaires. Quelle méthode lui recommanderiez-vous, monsieur le député? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, très heureux d'être avec vous dans ce débat. À un moment, je voudrais rebondir sur 2 éléments avant de répondre précisément à votre question. La première, c'est vous qui l'avez souligné, Dominique Thibault, c'est que la sécurité sociale, fruit du Conseil national de la résistance, je suis désolé, mais c'est un acquis formidable pour la France. Moi, vous savez, j'ai toujours regardé un peu ce qui se passait dans les pays d'Europe. Et ce modèle de protection sociale française, il est assez unique. Il est regardé, jalousé. Vous avez fait référence aux Américains. On voit le niveau, l'aggravation du système de protection de santé aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il faut le protéger. Et Jérôme Gage, je le sais, je crois avoir porté une voix assez exigeante, notamment sur les questions de remboursement de médicaments. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément sur lequel je souhaite insister, c'est que l'affaire de la dette sociale, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle que la CADES, c'est par qui elle a été créée? Par un centriste qui n'est plus là maintenant, c'est Jacques Barrot. Et à l'époque, elle était établie pour 15 années. Approchez votre micro. Elle a été établie pour 15 années. Vous voyez qu'on l'a prolongée parce que, manifestement, il y a eu une très mauvaise anticipation des dépenses de santé. Ce que je sais, je vous dis avec mes fibres, moi, j'ai grandi dans le système de santé, j'ai travaillé toute ma vie, je suis à la commission également des affaires sociales, après avoir fait 15 ans de commission des finances à l'Assemblée, c'est qu'on est sur un système de replâtrage permanent et que là, on est au bout d'un chemin. Il faut qu'on dise les choses clairement, le vieillissement de la population, comment on l'anticipe? Combien d'années a-t-il fallu à l'Assemblée nationale pour qu'on crée le grand âge? La 5e branche. On y viendra. Toujours annoncé. Créé, mais enfin jamais financé. Un tout petit peu financé. Un tout petit peu, mais par rapport aux besoins, le grand spécialiste qui est à côté de moi vous dira, et il l'a écrit, qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Deuxième chose, moi je suis issu d'un territoire extrêmement rural, où l'accès aux soins, vous voyez, c'est 70 médecins pour 100 000 habitants. Donc, le problème de la désertification médicale, de l'accès aux soins au sens large du terme, et j'ai l'habitude de dire, je suis un multirécidiviste des dépôts de loi de propositions de loi pour qu'on soit capable, justement, d'enrayer ce phénomène. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent aussi. Mais oui, parce que, vous voyez, sous Nicolas Sarkozy, l'on accueille avec plaisir. Tout ça a été balayé. Sous François Hollande, tout ça a été balayé. Sous Emmanuel Macron, dans le premier quinquennat, tout ça a été balayé. Ensuite,
il faut dire les choses, et Jérôme Gage a prononcé ce mot. Il y a le sujet recettes, il y a le sujet dépenses. L'efficience des soins. Regardez, on a une application formidable, c'est Mon Espace Santé, l'application numérique. Combien de Français déjà l'ont téléchargé? Quand on voit la redondance de certains actes, quand on voit des prescriptions qui ne sont pas adaptées, à côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins. Moi, dans mon territoire, il n'y a pas de chimiothérapie dans ma petite ville de Châteaudun. On fait 60 km pour aller à Orléans ou 60 km pour aller à Chartres. On veut voir un dermato, c'est 18 mois où on va à Paris si on a de l'argent. Voilà la situation à laquelle nous sommes rendus. Et cette situation, elle est devenue insupportable. Les députés savent, mais les maires, c'est pareil. On en est à financer des maisons de santé. On a fait des exonérations fiscales un peu partout. Il a fallu financer le Covid, mais là aussi, soyons fiers de ce qu'a fait la France. Je me souviens très bien d'une manchette de BFM TV. C'était le 2 janvier 21 en disant « Nous sommes derniers de la classe ». Nous sommes devenus les premiers en termes de vaccination. J'étais membre de la commission d'enquête parlementaire. Sur H1N1, vous savez, on n'a été pas capable de vacciner un Français sur 2 et on a mis 45 millions de doses à la poubelle. Car Roselyne Bachelot était ministre. Il n'y a rien oublié de tout ça. Donc ce système, il nécessite une refonte totale. Ce matin, on apprend que les mutuelles vont encore augmenter leur tarif de 6,5%. Justifié ou pas justifié, je ne porte pas de jugement de valeur. Après une augmentation de 8% l'année dernière. Donc, il faut une réorganisation ou pas complète. Justifié selon vous? Si, c'est important. Je vais vous dire simplement, il faut une réorganisation complète. Sur les exonérations de charges, je le sais, nous avons des amendements qui étaient assez proches. 82 milliards d'exonérations de charges sociales cette année. Il y a des rapports qui prouvent qu'entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC, il y a moins d'effets sur l'emploi. En revanche, il y a des trappes à bas salaire qui font que si on cible plus les exonérations de charges sur les petits salaires, on sort les gens du bas salaire sans pour autant des incidences naturellement pour la vie de nos entreprises. D'accord. Alors, et donc, vous êtes d'accord en fait on est d'accord. Il y a un consensus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Un replâtrage nouveau ne fonctionnera pas. On va alors, attendez, oui, parce que j'appelle mon dernier mot. Oui, allez-y, c'est cette grande conférence de financement et cette conférence où on se met tous autour de la table. Mais après, il y a la réorganisation complète du système de soins qu'il faut revoir. Je vous ferai des propositions. C'est un Himalaya en Eure-et-Loire. Vous connaissez l'Himalaya? L'Himalaya. Qu'est-ce que vous recommanderiez au Premier ministre pour gravir l'Himalaya? La première chose que je lui dirais, c'est que on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. C'est de mettre autour de la table tous les acteurs. Parce que le système tel qu'il est, il est totalement embolisé. Je vais prendre un exemple. Dans les CHU, le patron, c'est un administratif. Il faut des administratifs de qualité partout. Tant que vous n'aurez pas un tandem entre un administratif et un soignant, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai été interne d'assistance publique de l'hôpital de Paris. C'était pas comme ça à l'époque. Ça a beaucoup évolué. Et là, maintenant, ça, c'est un facteur de sclérose, de découragement. Et quelque part, je suis désolé, lorsqu'on ne voit pas les patients dans les lits, on n'a pas tout à fait la même efficience pour apporter de bons traitements. La deuxième chose, c'est les paniers de soins entre les mutuelles et l'assurance maladie. On va y venir. Il faut qu'on ait le courage de ventiler les choses. Si nous ne le faisons pas, on ira sur une impasse. Et puis, il faut une loi pluriannuelle parce que je pense que toute sensibilité politique confondue, si on est attaché à la sécurité sociale, on est capable de poser le bon diagnostic. Et ce diagnostic, pratiquement, on a tous les meilleurs rapports parlementaires, des rapports de spécialistes qui ont été faits. On connaît les modes de financement. On connaît tout. Il faut être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas les éléments d'appréciation. On n'a pas besoin d'un nouveau rapport. On a besoin de dire comment on refait une architecture, comment on se projette et comment, avec cette pluriannualité et avec l'instabilité et avec même si les ministres sérieusement avec l'instabilité du gouvernement, on peut espérer ça. Attendez, non, mais on va aborder le sujet de fond, comment réformer. Mais avant, on a posé la question aux Français avec Via Voice, comment ils voyaient le financement, qu'est-ce qu'on pouvait augmenter, diminuer, aussi sur les fraudes, quelle est leur vision des fraudes. C'est assez intéressant, ce qui nous permettra d'aller au fond du sujet, de voir un peu les pistes. Oui, nos amis de Via Voice ne peuvent pas être là aujourd'hui, donc j'essaye de transmettre un petit peu leur analyse. Ils ont fait une enquête qui est intéressante et à la fois, moi je trouve un peu troublante aussi, mais parce que on voit tout le paradoxe de la population sur ces sujets-là. Le premier, Monsieur Gage, vous évoquiez le fait que le gouvernement était tombé sur une censure autour du PLFSS. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'enquête de VI Voice, il n'y a que 46% des Français qui identifient le PLFSS comme la cause de la chute du gouvernement. Donc, on voit bien aussi qu'il y a le langage des techniciens, etc. Et puis ensuite, le ressentiment et la connaissance profonde et fine de nos mécanismes de financement. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, quand on va sur les évolutions souhaitées du système de financement, très clairement, il y a un schéma, j'arrive presque sociologique. On a autour de 25% des sondés, et ça vous étonnera pas, c'est plutôt des CSP+, qui sont pour l'augmentation à la fois
de ce que payent directement les patients, de la cotisation, qu'elle soit cotisation sociale ou impôt, et aussi la cotisation des complémentaires santé. Je ne dis pas que les 25% à chaque fois, c'est les mêmes, mais on retrouve 27, 23, 22% sur... On est d'accord et il faut augmenter ces cotisations-là, donc le financement. Et on a entre 45 et 52% des Français qui disent il faut baisser, tout en ayant conscience, parce que c'est un sujet important et logique. Mais on a quand même 52%, entre 45 et 52% des Français qui veulent baisser. Tout le contexte économique autour, l'inflation, la difficulté des fins de mois explique forcément une grande partie de cette réponse, mais c'est assez remarquable. Quand on regarde les restes à charge pour les patients, on est à peu près sur les mêmes proportions, avec 36% qui seraient plutôt sur une bonne idée que ces restes à charge augmentent, et puis bien sûr 54% qui disent non, il faut que ça baisse. Voilà. Donc on est sur ce schéma-là. Bon, il est connu par tous, mais il est confirmé, même sans être spécialiste. Les Français réagissent avec leur portefeuille, j'allais dire, du quotidien, qui est de plus en plus serré. Tout le monde en est conscient. Les impôts, pareil, 25% oui, non pour 64% sur une bonne idée d'augmenter. Voilà, les trois modes de financement ressemblent à ça, avec en contrepoint, je dirais, un élément qui est intéressant parce que ça fait plusieurs années, à chaque élection présidentielle, on dit la santé fait partie des préoccupations des Français, est en haut de la liste. Et quand on leur demande si l'augmentation aujourd'hui du budget du système de santé est un enjeu important, vous avez, et ça, franchement, ça m'a étonné, que 37% qui estiment que c'est une question prioritaire en termes de budget. Et vous avez 49%, donc la moitié de la population, qui estime que c'est important, mais ce n'est pas forcément aussi prioritaire que le reste. Ça, c'est un élément d'étonnement en ce qui me concerne. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, on arrive au sujet de la fraude, où, là aussi, il n'y a pas beaucoup d'étonnement. 71% des Français estiment que la lutte contre la fraude par l'assurance maladie est encore insuffisante. 21% estiment que le travail est fait. Et ce qui est dans ce sondage, de ce résultat un peu attendu, il y a un résultat un peu étonnant, c'est que vous avez une majorité, 52%, des Français qui estiment que cette fraude vient des assurés sociaux et que 22% seulement des professionnels de santé. Voilà, ça c'est... Alors, voilà, Vieillevos qui travaille sur ces questions, etc., me disait, pour préparer cette session, il disait que ouais, c'est un petit peu ce qu'on voit à chaque fois sur ces sujets-là, c'est nous sommes responsables, mais en fait, nous, c'est le voisin. C'est l'autre, c'est mon voisin qui fraude, je l'ai bien vu. D'ailleurs, il a une armoire pleine de médicaments, et il s'en sert pas. Bon, bref. Donc, on est sur ces données-là, avec un sentiment, donc, je dirais, de raréfaction du financement. Plus de la moitié des Français ne veulent pas que le financement augmente, en tout cas les touches, et estiment presque que la solution, quelque part, ce serait dans la lutte contre la fraude. C'est un petit peu le trésor caché qui aurait, le trésor caché qui aurait sur le financement de la sécurité sociale. Dominique, bon, on parlera de la fraude après, mais on voit bien que les Français ne sont pas forcément bien informés. Si on va au fond du sujet, les recettes sont liées. Est-ce qu'il faut tuer Bismarck, sont liées à l'activité économique. Quand l'activité économique, on a beaucoup de recettes. Quand l'activité économique est moins bonne, on a moins de recettes, alors que les besoins de santé persistent. Donc, est-ce qu'il faut changer ce système de financement en sachant que aujourd'hui, la CSG représente 25%, c'était introduit par Michel Rocard, et les cotisations sociales, donc l'activité économique, encore 40%, et la TVA, 23%. Alors, est-ce que ce système, on est un peu entre Bismarck, c'est-à-dire sur une cotisation sur le travail majoritaire, est-ce que le fondement de cette organisation, il faut le changer, ou est-ce que le sujet est ailleurs? Dominique Guibaud, puis un peu. Il faut rien évacuer que dans ce qui peut améliorer le système, et je pense qu'il va falloir travailler sur beaucoup d'aspects. Donc, le sujet des ressources affectées au système peuvent être un élément, mais c'est pas le miracle. Pourquoi? On a déjà fait des choses sur l'élargissement du financement. Moi-même, j'ai contribué à mettre en place la CSG, donc il y a un certain temps. Il y a aujourd'hui de la TVA. Et par exemple, on remarque, on le sait tous actuellement,
que la TVA progresse moins que les recettes assises sur la masse salariale. Donc, ne pensons pas que parce que nous avons des recettes assises sur la masse salariale, ça serait mauvais pour... c'est plutôt ce qu'on voit, c'est la partie TVA qui progresse moins vite actuellement. Et du reste, les experts ne comprennent pas tout. Vous savez, c'est une partie des sujets commission d'enquête du reste. Grosso modo, de ce qu'on dit au Conseil du financement et ce que disait Mireille Baum avant moi quand elle était présidente, c'est que il est difficile de trouver des recettes qui évoluent pas dans la durée comme le PIB. Donc, si on veut améliorer les recettes, il faut peut-être améliorer le PIB. Enfin, donc, mais ensuite, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels on peut travailler. Il y a effectivement, par exemple, toutes les taxes sur les produits nocifs pour la santé, le tabac, l'alcool, les boissons sucrées. Nous, on réfléchit aussi un peu. Le vin, oui. On sait que c'est difficile. C'est très difficile parce que ça, effectivement, ça bouge pas. Je confirme. Moi, je réfléchis aussi un peu, même si je pense que c'est un peu symbolique, mais même sur l'argent de la drogue aujourd'hui, enfin aussi, qui est très mauvais pour la santé, on le sait. Il n'y a pas de taxe drogue pour l'instant sur. Donc pour vous, Dominique Guibaud, il ne faut pas toucher aux grands équilibres entre la TVA, la CSG. Non, c'est pas ça. Je dis, on peut regarder. Mais il faut rajouter de nouveaux financements. N'attendons pas de ça, effectivement, que ça résolve tous nos sujets. Malheureusement, je pense que ça sera un petit élément dans les solutions globales. Je veux revenir sur ce qu'a dit Jérôme, parce que je pense que c'est très intéressant, en fait. C'est de dire, quand on fait une dépense, il faudrait mettre une recette en face. Je crois que c'est une très bonne idée en réalité. Parce que, non mais quand je disais... Là, il faut trouver 18 milliards. Non mais je redis mon raisonnement. Avec le vieillissement, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? C'est des droits objectifs donnés aux gens. Vous avez des droits qui sont codifiés, tout ça. Et il y a un premier effet qui est l'effet volume. Simplement, il y a plus de gens qui vont être dans la situation à droit constant. Et donc, on sait que déjà, à droit constant, les dépenses vont évoluer plus vite que les recettes. Donc, si en plus vous mettez des droits supplémentaires, mais évidemment, à un moment donné, vous créez des problèmes supplémentaires. Donc, on devrait avoir une règle de dire pas de droits supplémentaires sans recette en face. Parce que c'est... Oui, mais là, dans le rapport que vous avez fait, dont nous reparlerons sur le grand âge, vous demandiez, vous aussi, des recettes supplémentaires. Oui, bien sûr, encore une des fois, dépenses supplémentaires. Oui, mais il demandait des dépenses supplémentaires et il proposait les recettes en face. Oui, malheureusement, c'était plus facile à l'époque. Oui, mais là, Dominique Guibaud, c'est pas des dépenses supplémentaires. Ça existe, il y a 18 milliards de déficit des frais actuels. Quand on regarde ces milliards, ils ont été posés par des évolutions de volume sur lesquelles on peut revenir, et je rejoins aussi l'idée qu'on peut travailler sur un certain nombre de volumes qui sont quelquefois inutiles à la bonne santé des gens, par la prévention, par l'efficience du système, par la bonne prescription, tout ça. Il ne faut pas sous-estimer ces sujets et il faut travailler sur ces questions-là. On peut travailler sur les volumes, mais quand on met des droits supplémentaires dans un système qui, structurellement, tend vers le déficit, il faut se dire, je pense, effectivement, que ce serait une bonne règle du jeu de dire il faudrait une ressource en face. Je rappelle et aussi que quand on fait, je pense qu'on est d'accord, des remboursements, par exemple, on l'a évoqué, et c'est en fait un transfert vers des complémentaires santé qui vont augmenter les ressources des cotisations, on le sait bien. Donc ça veut dire que, en fait, on dit que c'est une moindre prise en charge par le système d'assurance maladie, mais c'est on accepte des ressources dans le système. Simplement, elles ne sont pas des ressources solidaires au sein du régime de base, mais elles sont des ressources dans les systèmes complémentaires. On peut faire ce choix, mais c'est bien, en fait, c'est des ressources qu'on appelle indirectement, sans le dire. Et effectivement, ça traduit par la hausse des complémentaires santé. Donc, je pense que ce sujet des ressources, il ne doit pas être tabou, effectivement. Il ne doit pas être tabou. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il ne faut pas regarder tous les sujets d'efficience du système. Non, on est d'accord. Mais là, on ne parle que financement, parce que sinon, on fait la réforme de l'ensemble du système. Mais votre question, elle est forcément aussi, effectivement, quelle est la part du financement dans l'ensemble. Et donc, oui, ça peut être un élément, mais je pense que c'est un équilibre global quand même qu'il va falloir regarder de près. Et je vous le dis, effectivement, quelquefois des moindres remboursements, c'est en fait, encore une fois, une recette qu'on va demander d'une autre façon aux ménages. Jérôme Guèze, est-ce qu'il faut garder les grands équilibres entre cotisations sociales, CSG, TVA, ou est-ce qu'il faut un peu plus étatiser? Moi, je suis attaché à la logique de la cotisation. Et pour autant, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce qu'il paraît qu'il y a des étudiants
dans la salle et qui nous regardent, s'il y a des choses à lire qui sont parfaites, il ne le dira pas en ces termes, c'est les rapports du Haut Conseil du financement de la protection sociale et notamment ceux qui ont cours en ce moment, je crois que vous le terminez à la fin de l'année, sur la corrélation entre le système de financement ne doit pas désinciter au travail. Il y a une note intermédiaire qui est parfaite pour comprendre ça, parce que c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, quelle est la bonne assiette de financement de la sécurité sociale? Ça, c'est une vraie question. Et la réponse? Et d'ailleurs, le rapport Bozio-Wasmer qui avait été demandé sur la question des exonérations, des trappes à bas salaire qui ont été mentionnées, il ouvre les questionnements sur quelle est la bonne assiette. Est-ce que c'est l'assiette des cotisations et telle qu'elle existe aujourd'hui, et il y en a une très grande pluralité? Est-ce que c'est la CSG? Est-ce qu'il faut... moi, je suis d'accord qu'il faut questionner la totalité du financement de la sécurité sociale. Mais quel est votre point de vue à vous aujourd'hui? Pour moi, il faut mettre en corrélation ce qu'on appelle, alors ça va au-delà de l'assurance maladie, mais ce qui relève des prestations contributives et des prestations non contributives, de ce qui relève de l'assurantiel et ce qui relève de la solidarité nationale. Et donc, le mix entre les ITAF, les impôts et taxes affectés, et la cotisation doit aussi être corrélé à la nature des prestations qui sont servies. Deuxième point que je veux dire, et là, on est très souvent d'accord avec Philippe Vigier dans l'hémicycle sur ce sujet-là, attaché à la logique de l'universalité de la sécurité sociale, c'est qu'il faut évidemment faire attention à tout ce qui peut introduire l'idée d'une sécurité sociale à deux vitesses, parce que sinon, le consentement au système, eh bien, il sera plus aussi évident. Et puisque ça a été un des points de friction et de crispation dans le PLFSS 2025, qui était la question des déremboursements et donc du transfert vers les organismes complémentaires. Je pense que ce sujet-là doit être ouvert sur quelle est la part. Et d'ailleurs, je vous le dis, puisque la décision a été prise la semaine dernière dans la MEX que je co-préside avec mon ami Cyril Isaac-Sibyl, le rapport structurant, puisqu'on fait un gros rapport chaque année à la MEX. L'année dernière, c'était sur la dette sociale et l'année précédente sur les exonérations de cotisations. Député Modem, donc on note que c'est votre ami. Oui, on s'entend très bien. On est tous les deux coprésidents de la MEX et on essaye de piloter de manière intelligente. La MEX, c'est un lieu de travail transpartisan qui essaye d'alimenter la réflexion des parlementaires. Et le rapport sera sûr? Et donc, le rapport sera vraiment sur cette question de la répartition de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, avec toutes les questions que ça pose, de transfert de cotisation, de contenu du panier de soins, de répartition de la prévention, et aussi évidemment, moi je n'hésite pas, parce que c'est des débats, vous savez, qui viennent, je crois qu'on en avait déjà parlé ici, qui viennent dans des prurites émotionnelles. Je me rappelle la présidentielle de 2017, où d'un côté, on avait François Fillon qui disait on va séparer le grand risque et le petit risque, et de l'autre côté, on avait Jean-Luc Mélenchon qui disait on va faire le 100% sans sécu. C'est des sujets importants. Oui. Or, on n'en débat pas dans les spécialistes. Ils réfléchissent. Le HCAM avait fait des travaux sur cette question-là. Oui. Mais il faut irriguer le débat sur ces questions-là. Moi, je suis favorable à ce que le panier de soins, de manière générale, prenne en charge ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il faut partir des besoins en santé à chaque fois. Je suis d'accord à 100% aussi avec Philippe. C'est une position qu'on défend. On a plus besoin dans ce pays d'une loi de programmation en santé, voilà, et en face de la déclinaison budgétaire. Le seul moment où on parle de santé publique au Parlement, c'est de temps en temps au détour d'une loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous êtes d'accord, vous pourrez tous les deux ministres prochainement. Alors, ce n'est jamais l'obsession de parlementaire d'être ministre. Non, mais nous, on aimerait bien avoir c'est plus d'emmerdement qu'autre chose. Donc, Et votre proximité sur ces sujets-là aujourd'hui, si c'était à refaire, serait plutôt Fillon ou Jean-Luc Mélenchon? Incontestablement, je défends le principe. Alors, c'est pas tellement Mélenchon, parce qu'à l'époque, Montebourg le défendait aussi. La réponse est dans la question. C'est, en effet, je pense que revenir à l'objectif originel du CNR et de la sécurité sociale, c'est-à-dire unité, universalité, uniformité de la prise en charge, ça suppose d'avoir, si possible, un panier de soins qui couvre les besoins, et les organismes complémentaires, ils n'aiment pas quand je leur dis ça, qui ne sont pas d'abord dans une compétition entre eux, avec des frais de gestion. Enfin, ça c'est très documenté par l'adresse. Aujourd'hui, le niveau des frais de gestion des organismes complémentaires d'assurance maladie, il est aussi important que, donc il doit y avoir 6 ou 7 milliards de frais de gestion. Il est aussi important que ceux de la sécurité sociale qui gèrent
70-75% de la dépense. Alors, Donc, si on cherche de l'efficience et de la ressource, ça peut peut-être se trouver là aussi. Philippe Vigy, alors, vous êtes d'accord donc Alors, peut-être, premièrement, pour parler des sources de financement. Dominique Libaud l'a dit aussi avec sagesse, on ne va pas faire le grand soir. En revanche, il faut tout explorer. On ne peut rien laisser sous le tapis. Il y a la CSG, il y a la TVA, il y a les cotisations sociales. Moi, je l'ai dit, nous avons un point d'accord là-dessus avec Jérôme Gage. Oui, il y a la compétitivité des entreprises, parce que s'il n'y a pas de compétitivité, il y a moins d'emplois. S'il y a moins d'emplois, il y a moins de recettes. C'est assez simple à comprendre. Donc, il faut trouver le bon équilibre, le bon jaugeage. Et puis, on peut certainement, sur la CSG, aller chercher quelques financements complémentaires. On avait fait des propositions dans le cadre du budget 2023-2024. Bon, bref, premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'efficience des soins. Pardonnez-moi, j'insiste là-dessus. Il y a l'affaire du panier de soins. Déjà, par exemple, les frais de gestion des mutuelles sont plus élevés même que ceux de la sécurité sociale. On doit le savoir. Ce n'est pas un procès qu'il faut aux mutuelles. Et quand je parle de panier de soins, parce qu'on ne sait plus qui fait quoi et qui rembourse quoi sans transparence. Il faut savoir qu'est-ce qui relève de l'assurance maladie. Je rappelle quand même que l'assurance maladie elle rembourse 80% des dépenses de santé. Et ça a tendance à augmenter d'ailleurs. Et ça a tendance à augmenter. Et puis les mutuelles, si je disais tout à l'heure qu'elles augmentent encore, je crois que la Cour des comptes est en train de les pointer plus sur quelques dépenses. On ne peut pas rester ainsi. Troisième sujet, l'affaire de la prévention. Il faudrait qu'on en parle un peu plus. La prévention, c'est la clé d'entrée du système de santé. On ne peut pas tout d'un coup dire j'ai chez le médecin quand je suis malade ou j'ai un accident cardiovasculaire. Enfin, quand on connaît un peu les pathologies, et vous l'avez fait référence tout à l'heure dans votre propos introductif, auxquelles sont exposés de plus en plus jeunes un certain nombre de nos compatriotes, et derrière le coût aval. Or, la prévention, elle est éclatée. On n'a pas une vraie politique de prévention ciblée. Elle est répartie sur plusieurs ministères. Elle est mal organisée tout au long de la vie. Notre débat de novembre. Mais c'est un débat absolument central. Pour moi, c'est la clé de voûte du système. Ensuite, la responsabilisation des acteurs, c'est l'efficience. Je vais parler de l'application Mon espace numérique santé. Je suis désolé. Quand est-ce qu'on va avoir l'interconnexion de tous les réseaux informatiques de manière à ce qu'on ait sur votre application numérique tout? Que le vagabondage médical, il n'existe plus. Que le bon diagnostic, on puisse le faire avec les bons éléments. Mais aussi, je vais dire un exemple de radiologie. Vous savez qu'à l'heure actuelle, j'ai pas eu mon PET scan, donc je vais absolument l'avoir. Et les patients qui vont s'introduire carrément dans le sens de la prescription. Mais c'est pas leur sujet et ça n'est pas leur compétence. Moi, je ne suis pas ingénieur en télécom, donc je laisse aux spécialistes faire le travail. Et si je dis cela, c'est que c'est essentiel que cette chaîne de soins, elle soit parfaitement maîtrisée. Un sujet dont on n'a pas parlé non plus, c'est que 300 000 personnes en plus en ALD chaque année depuis tant d'années. Mais une fois que vous êtes en ALD, vous n'en sortez jamais. Mais ça n'est pas possible. Quand vous êtes guéri d'un cancer, pardonnez-moi, vous devez sortir de l'ALD. Donc ça, quelque part, c'est une forme de responsabilisation qu'on doit mettre en place. Donc c'est cette architecture qu'il faut revoir. Et voyez, quelque part, une fois de plus, j'insiste que tant que vous ne ferez pas de la territorialisation de la santé, on a empilé les structures, les GHT, les GST, les SAS, enfin, plus personne ne comprend plus rien. C'est le clair-obscur. Mais quand est-ce qu'on va simplifier tout ça? Et quand est-ce qu'on va décloisonner, là, pardonnez-moi, j'ai fait du public et du privé, le fonctionnement entre l'hôpital et la ville. Restons sur le financement, parce que sinon, Pascal. Il y a un sujet sur lequel on vous a suivi plusieurs fois, enfin, vous êtes engagé, c'était la financiarisation du système de santé. À la fois, c'est vraiment dans le cadre de notre débat, notamment le biologiste que vous êtes. Un mot là-dessus? Un mot, c'est que la financiarisation est en accélération folle. Il y a 5 groupes qui ont actuellement 82% des analyses médicales de France et qui commencent à se développer en Europe. J'attire l'attention sur la radiologie, qui est en train de être victime du même système, sur la pharmacie, et derrière la financiarisation. Pourquoi victime? Expliquez-nous. Victime parce qu'en fait, c'est l'exploitation. Alors, c'est une loi de 91 qui s'appelle la loi Mursef, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est important, qui permet, pour des non-professionnels, d'avoir jusqu'à 25% du capital. Et après, il y a des groupes intelligents qui ont su structurer, avec des montages financiers parfaitement performants, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des actions de préférence qui leur permet de piloter ces groupes de laboratoires, ces groupes de radiologues, ces groupes de pharmacie, au détriment des professionnels. Donc, il faut de la financiarisation. Oui, ça peut faire de l'économie aussi. Est-ce que ça peut donc, quelque part, sur des groupes de plus en plus importants, moi, ça ne me gêne pas parce que je suis un libéral, mais là où ça me gêne, c'est lorsqu'au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer, il y a moins de qualité des soins à la clé. Je le dis. Moi, j'ai participé, avec d'autres, à mettre en place le contrôle de biologie, qu'on appelle le contrôle de qualité. Dominique Libaud, la seule profession certifiée en France en médecine, c'est la biologie médicale, qui avait été donc, vous vous souvenez, avec la loi Ballereau, qui avait été faite par qui a été le moteur d'ailleurs de la constitution de grands groupes. Et parce que la qualité, enfin, je suis désolé, quand on est professionnel de santé, on essaie d'apporter la meilleure qualité possible. Donc,
je ne dis pas que c'est un obstacle de financiariser, il faut c'est la contrôler. Il faut le réguler, oui, c'est ça. Et ça provoque une autre conséquence, c'est une désaffection profonde des professionnels de santé pour aller embrasser ces métiers-là. Mais aussi, je termine, on a des règles de financement idiotes. Je vais l'expliquer à tout le monde. Car vous avez un scanner. Dès que vous avez franchi 50% d'utilisation du scanner, la lettre clé pour payer l'acte diminue. Quand vous êtes à 75%, elle diminue. Donc, que font les radiologues? Mais ils demandent une deuxième machine. Donc, vous avez une inflation du nombre de demandes qui est en train de grandir partout. Et derrière tout cela, eh bien, quelque part, c'est l'augmentation du nombre d'actes. Donc, les professionnels demandent une meilleure régulation et demandent que ce système qui a été mis en place, on y mette fin. Dominique Libaud, alors. Et après, oui. Moi, je plaide pour la création ce que j'appelle un observatoire économique de la santé et du médico-social au sein du ministère de la Santé. Le problème, et Jérôme le sait, le ministère de la Santé est très faible sur le plan économique et sur le plan de l'observation des acteurs. On a des acteurs publics, mais aussi privés, donc ils sont financés par dépenses publiques. Et moi, je trouve ça bien, je trouve. Mais je pense que l'État a souvent été crédule, naïf, ne voit pas les stratégies qui sont en place et n'anticipe pas ces stratégies des acteurs. Et on l'a vu dans le secteur du médico-social, donc des EHPAD notamment, mais on le voit dans le secteur de la santé. Et alors, il y a quelques entités qui essayent de regarder ça, mais sans ressources humaines véritablement fortes, un peu à la CNAM, un peu je à rappelle la que vous DRES. avez quand même été directeur de la sécurité sociale. Oui, pendant justement, 10 ans. Je peux vous dire que je manquais totalement d'une capacité d'analyse économique. On n'a pas des gens qui sont capables de regarder les bilans, de regarder le patrimoine des intéressés, Dominique etc. Libaud, qui au ministère? Quelle direction? C'est la direction de la sécurité sociale que vous Non, êtes en charge? je mettrais, je pense aujourd'hui que l'organisation du ministère, elle doit évoluer. Elle doit évoluer, honnêtement, sur beaucoup de sujets. Sur ce sujet-là, parce qu'il faut un observatoire économique. Sur un autre sujet, c'est que je pense que le sujet du parcours patient devrait être au cœur de l'organisation du système de santé lui-même, et que nous avons des organisations trop cloisonnées qui sont organisées par uniquement tutelle d'une offre, une offre hôpital, une offre médico-sociale, une offre effectivement du côté soins de ville, et tout ça ne se parle pas assez. Il y a un point qui est souvent évoqué dans le débat, c'est la pluriannualité. C'est-à-dire notamment d'ailleurs les fédérations. Je suis tout à fait favorable. Le HFIP, qu'est-ce que ça apporterait? Soyez pédagogique, s'il vous plaît. En fait, je ne veux pas prendre parti sur les mesures qui avaient été imaginées dans le PLFSS, et qu'on a une situation très compliquée, honnêtement. On est quelquefois obligé de prendre des mesures qui ne sont pas les meilleures du monde, etc. C'est vrai, pour avoir un impact, parce qu'effectivement, on doit rendre des comptes à l'Europe, on doit redresser. Mais dans la durée, il faudrait agir sur les déterminants du système, donc à la fois pour améliorer la santé des Français et pour améliorer les comptes. Parce que si les Français vont mieux, les comptes ont une petite chance d'aller mieux aussi. Par exemple, on n'a pas parlé du sujet santé mentale. Enfin, c'est quand même une grosse inquiétude quand on voit la progression des sujets santé mentale aujourd'hui. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a plus de médecins en réalité dans la santé mentale. La vraie inquiétude. Pascal, peut-être, donc on a ce sujet quand on parle des évolutions des ALD. La ALD, effectivement, psychiatrie, enfin, c'est une de celles qui augmente le plus fortement. On voit les sujets sur les jeunes, pas seulement en France. D'ailleurs, en Allemagne, je vois aussi que c'est une préoccupation. Ils ont néanmoins une organisation différente parce qu'ils ont beaucoup plus de psychologues. C'est une stratégie qui sont mis en place il y a une trentaine d'années. Ils en ont beaucoup plus, et en revanche, ils consomment 15 fois moins de psychotropes que chez nous. Dominique Libaud, si on revient vraiment au financement, parce qu'on voit bien qu'il faut une meilleure organisation du système de santé, on y consacre beaucoup de débats, il y a beaucoup de rapports, mais il y a quelque chose un rapport de la Cour des comptes justement qui a parlé des compléments de salaire qui sont exonérés. C'est pas les exonérations de charges, c'est des compléments de salaire, c'est tout, les heures supplémentaires, les aides directes, le partage de la valeur. C'est 18 milliards, ça correspond exactement au déficit de la Sécu aujourd'hui, de manque à gagner pour la Sécu. Alors, et personne n'en parle. Donc, il y a vraiment un problème de... Si nous, on en a parlé, la plupart de mes amendements au PLFSS cette année étaient la déclinaison des recommandations de la Cour des comptes. Voilà. Alors, et vous n'avez pas été écouté. Sur les compléments de salaire, participation, intéressement, dividendes, distribution. Mais comment ça se fait que ces 18 milliards de manque à gagner pour la Sécu s'envolent? Oui, c'était une mesure de Sarkozy, ça, je crois. Il y a non, c'est progressif. Tout le monde a mis... Ce sont des mesures. Tout le monde a mis sa couche. Nous avons une différence avec Jérôme Gage, même si les chiffres sont juste 18 milliards. On a un sujet pouvoir d'achat. On va pas se le raconter, chacun a compris que c'était un sujet sur toutes les lèvres. Mais si on déshabille Paul pour habiller Pierre... Je suis d'accord avec vous, mais on a un sujet compétitivité de l'entreprise France, parce que je me souviens des années de François Hollande, vous vous rappelez, chiffre du chômage très élevé, on est arrivé à 7, là malheureusement on risque de repartir un peu.
Je veux dire par là qu'il faut faire attention. Si sur les entreprises, vous grévez trop les charges sociales, c'est pour ça que vous voyez, moi je suis d'accord pour des baisses ciblées, eh bien à ce moment-là, vous entachez la compétitivité des entreprises France. Alors, dans un environnement ultra concurrentiel. Donc, j'entends ce qu'ils disent, mais une fois de plus, c'est dans l'efficience, c'est dans les mécanismes de financement. On est d'accord là-dessus. Non, mais c'est dans la responsabilisation des acteurs. On n'a pas parlé de cela. La responsabilisation des patients aussi, parce qu'il n'y a pas de gilet droit. La sécurité sociale, c'est pas automatique. D'ailleurs, on a des publicités qu'on écoute tous. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Bref, il faut regarder tout ça. Et vous avez raison, on manque au ministère de la Santé, en lien avec Bercy, alors qu'on a tout normalement en interministériel, des éléments d'appréciation, parce que derrière la santé, c'est une économie considérable, une économie au sens large du terme, avec des centaines de milliers d'emplois à la clé, avec des emplois non délocalisables, avec des richesses formidables. Je dis aux étudiants qui sont là, mais ce sont des métiers merveilleux dans lesquels il y a des rencontres fabuleuses, dans lesquelles on peut s'épanouir, dans lesquels on va soigner. Est-ce qu'il n'y a pas plus beau que ce geste-là? Les métiers ne sont pas perdus, bien au contraire. Ils se mettent à sourire parce qu'ils étaient un peu tendus. C'est pour ça que Jérôme, sur les compléments de salaire, alors les 18 milliards de manque à gagner, pourquoi on accepte ça et on dit mais il a raison, c'est un choix politique. Voilà. La sécurité en déficit, on a 18 milliards. Je vais l'illustrer vraiment par un seul exemple parce que c'était la dernière proposition avec laquelle je suis venu dans la commission mixte paritaire pour justement ne pas avoir à censurer ce PLFSS. Voilà, pour dire, voilà une proposition de ressources qui permet de financer. On demandait 3 milliards de plus pour l'hôpital et les EHPAD parce qu'ils sont à l'os. Et donc, en face, il fallait trouver une recette. On distribue chaque année de la participation, de l'intéressement, des dividendes. La proposition qu'on faisait n'était pas de rogner le pouvoir d'achat de tous. Mais le montant moyen, par exemple, de la participation et de l'intéressement, c'est 1 700 € en France. Donc cela, on n'y touche pas. On ne soumet pas à cotisation. Mais la participation et l'intéressement qui arrivent dans des ménages qui sont dans le dernier quintile, dans les 20% des ménages les plus favorisés, eh ben franchement, voilà, les soumettre à cotisation sociale pour, y compris les distributions de dividendes, franchement, ça me paraît pas porter atteinte au pouvoir d'achat de ceux pour lesquels les dizaines ou donc il faut des nouveaux financements. Il y a quelques visages qui se serrent là. Ben oui, mais attendez, un moment, il y a des choses à financer. Mais encore une fois, les compléments de salaire, c'est une ressource qui est à questionner. Voilà, d'ailleurs, la Cour des comptes l'avait fait. On parle de niche sociale. Et puis après, je le glisse ça avant qu'on parle d'autres sujets, puisqu'on est dans la prospective. Je rebondis sur ce qu'a dit Dominique Libaud. La question de la fiscalité comportementale, pas pour faire des recettes, mais pour se dire, alors bien sûr, ça génère des recettes à un moment donné. Oui, mais l'objectif, c'est qu'un jour, elle n'ait plus de rendement puisqu'on a atteint l'objectif. Voilà. Il y ça, aura moins de malades. C'est faire le lien entre des fléaux de santé publique, la question de la malbouffe, la question du tabac, la question de l'alcool, avec un coût médico-économique majeur. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième que je verse au débat, mais là, qui est vraiment de la prospective, c'est, puisqu'on parlait de l'universalité des droits, en face de l'universalité, il y a un principe qui est dans la presque déclaration des droits de l'homme, qui est celui de la progressivité. Et moi, je voudrais qu'on réfléchisse, c'est un chantier compliqué, à introduire de la progressivité dans le financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire qui en manque. Par exemple, moi, je défends l'idée d'une CSG progressive. Voilà. Aujourd'hui, on a un taux de CSG qui est unique, sauf pour les retraités d'ailleurs, où il y a 4 taux de CSG différents pour les retraités. Et qui progressera en fonction de vous quoi? savez, comme l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu en fonction de vos revenus, votre contribution. Et donc, ça permet de faire le mix en ce qui est de l'assurantiel et ce qui est de la solidarité, ce qui est du contributif et du non contributif. Je pense que ce type de questionnement, il faut qu'on l'ait parce que c'est le cœur de notre modèle social et républicain, la progressivité de la contribution, l'universalité des droits. Philippe Vigier voulait réagir là-dessus. Juste un mot sur les taxes comportementales et notamment sur le sucre, parce que c'est les fameux taxes sur le soda où on a beaucoup travaillé ensemble. On est arrivé quand même, me semble-t-il, à faire voter quelque chose d'important. On reprendra quoi qu'il arrive, parce qu'il faut voir les conséquences aval en matière de diabète, en matière de maladie cardiovasculaire, parce que faut voir le coût que cela représente pour l'ensemble de la sécurité sociale. Oui, c'est très efficace. Donc ça, on doit être. Mais vous savez, c'est un combat, il faut le porter. Mon collègue Isaac Simi qui le porte avec force depuis de longues années. Moi, je l'accompagne sur le chemin. Ensuite, sur l'histoire des dividendes. La fameuse flat tax qui est à 30%, vous savez, avec une partie d'impôt sur le revenu, une partie de CSG qui est dedans. On peut regarder à la marge sur la CSG si on peut pas faire des choses. Mais il y a une chose qui avait été proposée il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Dominique Libaud, c'était la franchise cautionnée. En clair, en fonction de vos revenus, vous participez un peu plus à l'effort.
Moi, je trouve que ça serait pas idiot, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une grande conférence sociale, une conférence des financiers, une conférence de l'organisation du système de santé. Je vais faire passer cette idée qu'on ne pourra pas faire un replâtrage de plus. Alors, avec un tout dernier mot, oui. J'arrête sur ce point. Regardez, on a eu ce débat pour le financement du grand âge, parce qu'il est devant nous, c'est le mur qui est devant nous. Alors, et ce mur, est-ce que ce débat a été ouvert? Il n'est pas tranché. Est-ce qu'on travaille, par exemple, une journée de plus? Non pas gratuitement, mais pour nos aînés avec un fléchage. C'est pas un mot en vert. Ce débat n'est pas là pour l'instant. Alors, Dominique, il faut qu'on parle des fraudes quand même. Vous avez consacré un rapport à l'automne très, très important là-dessus. Alors, il y a 13 milliards estimés de fraude sociale. Alors, on a vu dans le sondage, c'est tout à fait remarquable parce que les Français se trompent complètement. Et vous dites, Dominique Guibault, c'est l'illusion d'une recette miracle. Alors, je dirais que sur les entreprises et les travailleurs indépendants, c'est la moitié, 56% estimé de la fraude. Dans le sondage, c'est 7%. Et c'est de la faute de l'assuré. Alors, quel est votre regard sur cette histoire de faute, cette mauvaise vision qu'ont les Français de la fraude? Est-ce qu'il y a un levier là-dessus? Il faut lutter contre la fraude. Enfin, ensuite, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais dire ensuite, c'est pas du tout la recette miracle, mais il faut lutter contre la fraude parce que ça a quand même des enjeux financiers très, très forts. 13 milliards, c'est quand même pas nul. Et on récolte très peu sur les 13. Hein. Ensuite, mais c'est normal d'une certaine manière parce que effectivement, on n'est pas une société démocratique, effectivement, pas hyper contrôlée où il n'y a pas un policier ou des caméras derrière toute personne. Donc, on peut pas effectivement récupérer tout. On évalue effectivement. Je rappelle que la principale source, c'est le travail illégal, tout simplement. Donc, c'est le travail illégal. Dissimulé. Donc, il faut lutter au maximum. Mais imaginons pas, effectivement, que, sauf à mettre, encore une fois, des policiers derrière tous les Français, effectivement. Vous faites 81 propositions, mais est-ce qu'on lutte assez, alors? On lutte pas mal. Ce que je dis, c'est qu'on est quelquefois schizophrène. C'est-à-dire que quelquefois, on crée des nouveaux droits sans donc penser suffisamment au risque de fraude. Alors, j'ai monsieur Luis Godino donc, qui nous écoute, là, qui audioprothésiste. Il fraude non, pas du tout, mais il a mis en garde, justement. Enfin, non, pas du tout. Mais, non, mais il a mis en garde très rapidement contre les risques de fraude au moment du 100% santé audioprothèse. Il a été un des premiers à dire, attention, ce que vous allez mettre en place, il y a des risques de fraude. Et il avait raison. Il avait raison. On n'a peut-être pas suffisamment écouté au début. Donc, parce qu'on ne réfléchit pas. Quand on met en place de nouveaux droits, moi, je préconise une sorte d'étude d'impact des risques de fraude sur les risques de fraude. L'État est souvent crédule et un peu schizophrène. Comment vous expliquez, vous trois, cette vision des Français? C'est de la faute des assurés? Deux mots. Les Français, de toute façon, on a un énorme effort de pédagogie à faire sur les sujets de sécurité sociale vis-à-vis des Français. 2025 va être l'année du 80e anniversaire de la sécurité sociale. Et il se trouve que je m'occupe un peu de ce 80e anniversaire. Eh bien, je souhaiterais que ça soit une grande année de pédagogie vis-à-vis des Français sur la sécurité sociale. Oui, déjà, bon moment, oui. comprendre le système, comprendre à qui il bénéficie, c'est-à-dire à la plupart des gens. Contrairement à ce qu'ils croient, il y a des études de l'INSEE notamment qui montrent combien effectivement le système, quand on regarde prestations en espèces en nature, il est redistributif et bénéficie pas à une petite minorité qui serait des assistés, tout ça, mais il bénéficie à une grande majorité des gens quand on regarde l'ensemble de l'effet redistributif, je paye, je reçois. Donc effectivement, il faut voir, il faut expliquer des choses comme la fraude, c'est important, mais voir. Comment vous allez faire? On va nous mettre en place, par exemple, des kits vis-à-vis des caisses de l'ensemble de caisses de sécurité sociale. On va leur demander d'organiser des rencontres, des événements sur le terrain le plus proche possible des gens pour essayer de susciter des moments de dialogue et ça. Et on va travailler aussi avec l'éducation nationale. On va travailler avec l'éducation nationale, avec les jeunes. Voilà, parce que on vous réinvitera sur les 80 ans. Quand même votre avis, Dominique Libault et peut-être les autres. La Cour des comptes a dit que la CADES, nous en avons quand même parlé, était, je la cite, serait désormais saturée. La capacité de remboursement. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? C'est-à-dire que la CADES, aujourd'hui, elle est supposée terminer sa vie en 2033-2034. Et donc, là, actuellement, l'ACOS est en train d'accumuler une nouvelle dette avec les déficits dont on vient de parler, qui n'a pas été transférée à la CADES. Le problème qu'on va avoir dans un premier temps, fin 2025, début 2026, si on ne fait rien, il va falloir absolument prévoir un nouveau transfert à la CADES. Ça va être inévitable, inéluctable. Vu les montants, je rappelle que le plafond qui était prévu de trésorerie pour la cause dans la loi de financement était de 65 milliards d'euros. C'est considérable. Rappelons Philippe, simplement ce que me rappelle Renaud. La CADES a été créée en 1996
et c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Et il y a déjà remboursé 236 milliards. Il y a 17 ou 18 milliards d'euros chaque année que l'on consacre à la CADES. Donc, effectivement, il va falloir faire une nouvelle reprise de dette. En droit, ça peut être soit on affecte une nouvelle ressource à la CADES en gardant la durée 2033-2034, mais généralement le gouvernement n'aime pas ça et donc vont... Quel gouvernement? Tous les gouvernements. Et la tous les gouvernements, en dépit du Conseil constitutionnel, Pascal, il faut qu'on avance. Il faut modifier la loi organique pour ça. C'est ça. La COS, c'est l'agence. L'agence centrale de l'URSSAF. Alors, donc, et on est arrivé au bout. Mais allez-y, non. Non, je veux dire, que le Parlement, il va falloir une majorité forte pour autoriser cette prorogation, parce que c'est une disposition que le Conseil constitutionnel a mis des verrous pour ne pas transférer la dette sociale ad vitam aeternam aux générations futures. Exactement. Alors, dernier point, un contrepoint de Renaud. Il y a plein de questions qui ont contrepoint de ce que j'ai entendu. J'en choisis une parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez montré que, au point de vue politique, il y a une convergence, en tout cas, sur le besoin de se mettre autour de la table et de réfléchir et de réformer en profondeur. On a entendu de la part de M. Libault l'urgence de la situation. Ça, on est très clair là-dessus. Aujourd'hui, cette urgence, le fait de se mettre autour de la table, dans le contexte politique, est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas attendre encore 5 ans pour se mettre autour de la table. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vos collègues députés, sénateurs, vous êtes capables de vous mettre autour de la table et d'avancer sur ce sujet essentiel? Alors, un tour de table très rapide. Je vais vous prendre qu'un seul exemple, ça va permettre de parler d'un sujet qu'on n'a pas assez abordé, qui est la question du grand âge. Tous les parlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont demandé au gouvernement de pouvoir débattre d'une loi de programmation sur le grand âge pour avoir cette pluriannualité, partir des besoins et, évidemment, dégager les ressources en face. Ça a été voté, mais il ne se passe rien. Oui, mais le problème est là. Je suis d'accord, mais parce que la question a été posée, est-ce que les parlementaires sont prêts à... On aura des désaccords sur les modalités de financement. Certains diront il faut supprimer un jour férié ou un jour de travail supplémentaire. D'autres diront c'est de la cotisation. D'autres... Mais dès l'instant où on a mis en haut de la pile cette priorité qui est devant nous, qui est celui de l'accompagnement du grand âge, mais on peut avoir sur d'autres sujets, et qu'on dit on est capable de lever la tête du guidon, de se projeter, de partir des besoins, nous, on est disponible. La difficulté, c'est qu'en face, on a un peu d'orthodoxie, pardon de le dire, qui est de dire ah ben non, justement, on ne peut pas ni augmenter les prélèvements obligatoires, et le sujet du questionnement de l'efficience de la dépense, eh bien, il est lourd, compliqué à mettre en œuvre. Mais on n'y échappera pas. Alors, Philippe Vigier, on aura une crise du vieillissement. L'orthodoxe. Voilà. Non, il n'est pas plus orthodoxe. Lui. Non, mais 3 mots. Premièrement, je pense que c'est une très belle initiative que, en 2025, la sécurité sociale fasse de la pédagogie. Je vais prendre un exemple. Et du débat. Moi, je vois chaque fois que les patients viennent au labo, ils ne savent même plus combien ils payent. Ah oui. J'avais déposé un amendement, vous voyez, tout bête, tout simple, dans cette loi de finances, pour que chaque assuré social reçoive le montant des dépenses de santé qu'il a eues dans l'année et qui a été pris en charge. Parce que je pars du principe que la responsabilisation, c'est très important. La deuxième chose, c'est une architecture. Je pense qu'on sera assez d'accord avec Jérôme Gage sur cette programmation pluriannuelle. Et puis, il faut décloisonner tout, je l'ai dit tout à l'heure. Le privé, c'est pas toujours méchant. Le public, c'est pas toujours parfait. Ça peut être le contraire. Donc, si on arrive vraiment à décloisonner en laissant les dogmes de part et d'autre, eh bien, à partir de là, cette nouvelle architecture basée sur la responsabilisation, il faut mettre le patient au cœur du système. Il n'est pas uniquement quelqu'un qu'on pose à un endroit ou à un autre, à qui on fait un diagnostic, à qui on donne un traitement. Tout le monde doit être dans la chaîne parce que c'est un montant considérable. Rappelons que le PLFSS, c'est près de 700 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la nation. Philippe Vigier, en marge de notre débat, c'est une question que je voulais vraiment vous poser, vu votre proximité avec le Premier ministre, on a fini. Est-ce qu'il y aura un renoncement par François Bayrou de la loi sur la fin de vie ? Écoutez, c'est un sujet transpartisan là encore. Je peux vous dire que c'est une volonté du président de la République. Je pense que François Bayrou fera en sorte que cette loi soit inscrite. De toute façon, l'Assemblée nationale, ça peut être inscrit sur la semaine de l'Assemblée. Il y a eu un travail énorme sur lequel nous avons tous participé. J'étais également très impliqué sur ce texte, qu'il ne faut surtout pas opposer aux soins palliatifs. C'est un complément, là encore. Vous voyez, conséquence de la censure, dans mon département, il n'y a pas de soins palliatifs, donc rien n'arrive en janvier 2025. C'est un petit détail, mais enfin, il va falloir l'expliquer sur le terrain. Oui, je pense qu'on la programmera, et c'est normal, c'est une question sur laquelle il n'a jamais été dans une phase absolue avec ce qui se passait, mais c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors, Dominique Libault, à vous la conclusion sur la question de Renaud, sur le fait que
se réunir et est-ce que tout le monde est d'accord pour travailler dans cette direction? Est-ce que vous y croyez? Moi, je le dis, je ramène une grande concertation, mais pas seulement avec les parlementaires, avec aussi les professionnels de santé. Enfin, je le disais, il y a une évolution avec les partenaires sociaux, tout à fait, avec aussi les représentants des assurés. Voilà. Et moi, j'avais fait une concertation de cet ordre. C'était pas la même chose, tout à fait, dans le cas du grand âge, avec des ateliers. On avait choisi une dizaine de thèmes, avec un certain temps pour travailler. J'aimerais ce travail de fond. On l'a dit, la loi de financement, malheureusement, en tant que telle, elle permet pas d'aller au fond des sujets. Alors, bien sûr, il y a le travail parlementaire, le travail de la MEX, mais je pense que effectivement, prendre le temps de proposer un certain nombre de sujets permettrait d'arriver, je pense, à un travail de fond qui dégagerait certaines orientations fondamentales sur lesquelles on pourrait s'accorder. La grande concertation et le rapport que vous avez fait sur le grand âge, formidable, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Oui, mais... là, il se trouve que le Covid est arrivé très rapidement après, donc le gouvernement a été pris par d'autres éléments, et ensuite le Covid et la situation financière ont fait que les solutions financières que j'évoquais n'étaient plus possibles. Donc voilà, donc il se trouve il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer, et pour autant il y a un certain nombre de mesures aussi qui ont néanmoins ont trouvé leur chemin. Donc on peut pas dire qu'il n'ait servi à rien. Mais là, effectivement, il faudrait évidemment un engagement. Il nous faut Pascal, conclusion. Jean-Michel, il nous faut conclure alors. Merci beaucoup. Je vois que vous regardez beaucoup votre téléphone. Non, ça va? Merci aux équipes de réalisation. Merci à Françoise Millet. C'est pathologique. Nathalie Rattel, Emmanuel T, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus, à LDC Santé, à Corentin et à Nathan. Merci à nos partenaires, ce groupe Le Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Care et Via Voice. Avant de vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes, de bonnes vacances, Philippe, une question. Quel est ton meilleur ami? Pascal Morel et Renaud. Quel est votre meilleur ami? Philippe Vigier? Mon meilleur ami? Oui. Un copain d'enfance qui est médecin. Et vous, Dominique Thibault? Oui, un copain d'enfance aussi. Ouais. D'accord. Et vous? Un copain d'études, ouais. D'accord. Et pas Henri IV? Non, personne? Non, c'est pas pas un grand homme. D'accord. Merci à tous et à toutes. Donc voilà, je crois que nous avons peut-être perdu nos illusions, mais visiblement, grâce à vous, en cette fin d'année, pas nos espérances. Ce sera le mot. Notre mot final, nous vous souhaitons à tous et à toutes. Oui, je pensais que vous nous diriez peut-être le petit Jésus. Non, nous vous souhaitons en tout cas à tous et à toutes de très bonnes fêtes et on se retrouvera sans doute avec le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé en janvier 2025. Bonne fête à tous et à toutes. Amitié.